D'importantes escalades ont lieu en ce moment en lien avec le Venezuela. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, déclare que cette mission défend la patrie, élimine les narcoterroristes de notre hémisphère et protège notre population contre les drogues qui les tuent. L'hémisphère occidental est le voisinage de l'Amérique, et nous le protégerons. D'importants destroyers américains se trouvent désormais au large des côtes du Venezuela, opérant même dans la zone économique exclusive du pays, à seulement 50 km de la capitale, Caracas. Parlons de cette guerre imminente. Nous devons nous rappeler que cette affaire vénézuélienne survient juste après la rencontre de Trump avec Poutine à Anchorage, en Alaska, à la mi-août. Après cette réunion, Trump a commencé à déployer des destroyers en direction du Venezuela. Et comme vous l'avez dit, il y a actuellement cette montée en puissance progressive mais très marquée des forces navales au large des côtes du Venezuela. C'est très curieux. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi Trump, qui essaie de négocier la paix en Ukraine, a rencontré Poutine? Et l'on peut supposer qu'il y aura d'autres rencontres. Déploie-t-il des destroyers vers le Venezuela au lieu d'avancer vers la paix? Et, plus important encore, nous assistons à une percée russe en Ukraine. Ainsi, toute la ligne de front ukrainienne est en train de s'effondrer. Il semble bien que l'OTAN n'ait pas d'autre choix que d'entrer en guerre à un moment donné pour renforcer les défenses de l'Ukraine et éviter un effondrement total. Tout cela est très curieux. Je ne sais pas pourquoi ça se produit, mais je trouve le moment très suspect. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que personne n'a vraiment compris pourquoi cela arrive. On peut dire que c'est pour le pétrole, mais en réalité, si vous êtes l'Amérique et que vous avez besoin de pétrole, vous pouvez en acheter au Venezuela à un prix vraiment très bas. C'est bien plus compliqué que cela. C'est bien plus coûteux, bien plus lourd de conséquences d'envahir un pays pour lui voler son pétrole que de simplement, vous savez, acheter ses élites et lui voler son pétrole, d'accord? C'est ce que l'Amérique fait depuis 100 ans. Et ça a très bien fonctionné. Alors pourquoi irait-on envahir le Venezuela? De plus, la question du pétrole est problématique, car le raffinage du pétrole au Venezuela est en réalité très capitalistique. Il faut beaucoup de technologies de pointe. C'est très exigeant en capital, en main-d'œuvre et en coûts. Et c'est pour cela que le Venezuela n'a pas atteint le rang des grandes puissances pétrolières comme l'Arabie saoudite. Je sais que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, mais qu'il est assez difficile et coûteux d'y accéder. Donc, l'argument du pétrole n'a pas vraiment de sens. Maintenant, certaines personnes disent que c'est purement géopolitique, que la Russie est sur le point de gagner la guerre en Ukraine et que l'Amérique doit donc montrer son hégémonie en s'en prenant, tu vois, en s'en prenant au Venezuela. Oui, je comprends cet argument, mais il n'a pas vraiment de sens non plus, parce que franchement, qui te prendrait au sérieux si tu envahissais le Venezuela? Et puis n'oublie pas que le Venezuela est montagneux, donc il est très difficile à envahir, à occuper et à défendre. Donc tu peux aller attaquer le Venezuela. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce que cela vous apporte vraiment? En outre, ça pourrait se transformer en bourbier, avec des troupes au Venezuela attaquées par une guérilla, par une guerre asymétrique. D'un point de vue militaire, attaquer le Venezuela n'a donc aucun sens. Cela ne vous rapporte rien, d'accord? Et si vous attaquez le Venezuela, vous allez créer un véritable chaos en Amérique latine. Il faudra encore gérer Cuba. Il faudra encore gérer le Nicaragua. Il y a beaucoup d'ennemis avec lesquels les États-Unis doivent composer en Amérique latine. L'Amérique latine est immense. Voulez-vous vraiment envoyer des millions de soldats pour occuper et coloniser l'Amérique latine? Donc, ce qui se passe n'a vraiment aucun sens. Laisse-moi te proposer une explication, d'accord?
Je ne sais pas si cette explication tient la route, mais je vais te donner ma théorie. Et on pourra simplement attendre de voir ce qui se passe pour savoir si elle est juste. D'accord? Alors, l'administration Trump dit qu'elle fait cela pour stopper l'afflux de drogue vers l'Amérique. Et tout le monde se dit, eh bien, c'est ridicule, parce que la plupart des drogues viennent du Mexique ou du Canada, pas du Venezuela. Ça n'a aucun sens. Mais supposons simplement que ce que dit Trump ait une certaine validité, qu'en fait il vise bien les drogues. Eh bien, pourquoi ferait-il cela? Donc, une théorie veut que cela fasse partie, encore une fois, de la guerre civile des élites qui se déroule actuellement en Amérique entre les nationalistes et les mondialistes. Souvenez-vous, je viens de dire qu'un empire pratique la contrebande de drogue comme moyen de générer de la richesse pour ses membres les plus puissants. Et la contrebande de drogue est un élément très important de l'économie financière mondiale, n'est-ce pas? Parce que la City de Londres, Wall Street, Hong Kong, Dubaï, tout cela est en réalité conçu pour blanchir de l'argent. Donc, quand on s'attaque au flux de drogue, quand on l'interrompt, cela crée beaucoup de problèmes pour les élites. Alors d'accord, étant donné que nous avons cette théorie, comment pouvons-nous la tester? Eh bien, si cette théorie a un sens, alors, premièrement, je ne pense pas que les États-Unis attaqueront réellement le Venezuela. Le but de cette importante présence navale est en réalité de perturber le trafic de drogue en cours, d'accord? Ensuite, je pense que Trump pourrait tourner son attention vers les cartels mexicains, car c'est là que se trouve le véritable argent. Non, ces cartels de la drogue mexicains sont en réalité contrôlés par la CIA, l'État profond mondial et l'élite financière mondiale. Donc, je pense qu'il est absolument inimaginable que les États-Unis lancent une invasion terrestre du Venezuela. Cela n'aurait aucun sens. En revanche, je pourrais envisager des opérations contre les cartels mexicains. Voilà ce que je pense. Et je peux me tromper complètement. Je ne fais que spéculer, car je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe. Eh bien, continuons sur ce sujet. Vous savez, l'administration Trump a déclaré qu'elle envisageait des frappes terrestres, qu'elle réfléchissait à toutes sortes d'options sur la table. Mais cela fait déjà assez longtemps qu'ils en parlent. Je veux dire, cela fait des semaines maintenant, des semaines et des semaines, à annoncer, à laisser entendre. Que pensez-vous alors de ce que certains décrivent comme une nouvelle tentative d'éliminer une pièce d'échiquier dans ce monde multipolaire en pleine évolution? Parce que la relation du Venezuela avec la Russie, la Chine et l'Iran est plutôt solide. Et même le président vénézuélien, Nicolás Maduro, en parle beaucoup. Qu'en pensez-vous? Ensuite, nous pourrons aborder certaines des conséquences. J'ai quelque chose à vous montrer, mais d'abord, parlons de cela. Oui, donc, vous savez, je déteste dire ça, mais je ne pense pas que les décideurs américains, l'élite de la politique étrangère américaine, réfléchissent aussi loin. Je pense que le problème à Washington, D.C. en ce moment, c'est que tout est devenu très bureaucratique, très corrompu. Donc il s'agit toujours d'intérêts à court terme. En d'autres termes, ne pensons pas à la manière dont les États-Unis en bénéficient. Demandons-nous plutôt comment une certaine faction de l'élite politique américaine tire profit d'une attaque contre le Venezuela. Or, nous savons que si l'Amérique attaquait l'Iran, cela profiterait à de nombreuses factions politiques au sein de l'État profond américain. Donc, il y a les sionistes. Vous avez l'élite financière qui souhaite mieux contrôler le commerce au Moyen-Orient. Vous avez les intérêts pétroliers. Vous avez le complexe militaro-industriel. Donc, je ne sais pas quelle faction de l'élite de la politique étrangère américaine tirerait réellement profit d'une guerre au Venezuela. C'est ainsi que je vois le monde. Une autre façon de le dire est que le conflit à l'intérieur des États-nations est bien plus intense, bien plus violent et bien plus significatif que le conflit entre les États-nations.
Je pense que ce qui se passe au Venezuela est davantage motivé par les conflits internes à Washington, D.C., plutôt que par des calculs géopolitiques contre la Russie, l'Iran et la Chine. Ceci est une vidéo de Nicolás Maduro. Comme il y a littéralement une prime sur sa tête, les États-Unis tentent activement de mener un changement de régime contre lui, ce qui signifie souvent le tuer ou l'enlever. Voici Nicolás Maduro. Quel est votre message au peuple des États-Unis, Monsieur le Président? S'unir pour la paix du continent. Plus de guerres sans fin, plus de guerres injustes, plus de Libye, plus d'Afghanistan. Avez-vous un message pour le président Trump? Mon message, c'est oui, la paix. Oui, la paix. Et c'est très intéressant, professeur John, parce que beaucoup de gens qui poussent dans l'autre sens, surtout ceux que j'appellerais les partisans MAGA de façade, disent « Regardez comme il a l'air faible quand il se place au centre. » Je veux dire, il a une prime sur sa tête. La CIA a annoncé qu'elle menait des opérations au Venezuela. Et lui, il se promène parmi les gens en disant « Pas de guerre. Non, nous ne voulons pas de guerre. Nous ne voulons pas que cela devienne une autre Libye. » Ce qui a eu un énorme effet de retour de flamme. Je ne sais pas comment cela serait perçu en Amérique latine si cela devait se produire. Quel est votre avis? Écoute, si nous partons du principe que Donald Trump cherche à déclencher une guerre civile en Amérique, s'il voulait accélérer l'effondrement de l'Empire américain, alors cela nous aide à comprendre exactement pourquoi il agit comme il le fait, non? Parce que, comme tu le dis, lorsqu'on envoie cette immense force navale et qu'on menace le peuple du Venezuela, ce qu'ils feront, c'est se rallier derrière leur dirigeant, et ce dirigeant deviendra presque invincible. Mais ce n'est pas tout. De nombreux pays d'Amérique latine se rallieront et soutiendront également le Venezuela. Tu es presque en train d'unir toute l'Amérique latine contre l'Empire américain. Alors pourquoi Trump fait-il cela? Je ne sais pas. Mais un élément à noter, c'est que souviens-toi, pendant les élections canadiennes, Mark Carney était le candidat libéral et Donald Trump a dit « Hey, vous savez, nous devrions faire du Canada notre 51e État. » Et il plaisantait à ce sujet. Et je pense que le Canada et Mark Carney qui en faisait partie, il est le chef du Parti libéral. Le Parti libéral est au pouvoir au Canada depuis environ 10 ans et il était extrêmement impopulaire, d'accord? Les Canadiens détestent tout simplement le Parti libéral. Mais comme Trump disait ces absurdités, du genre « annexons le Canada », Carney a grimpé dans les sondages et il est toujours au pouvoir. Le Parti libéral est toujours au pouvoir. Donc tu te dis, soit ce type, Donald Trump, est le gars le plus stupide du monde, soit c'est le plus intelligent, soit il est complètement incompétent, soit il joue à une sorte d'échec en 5 dimensions, non? Donc, si tu pars du principe que Trump voulait provoquer une guerre civile et accélérer l'effondrement de l'Empire américain, alors ce qu'il fait dans le monde entier a parfaitement du sens, non? C'est intéressant, car avec le Venezuela aussi, il y a cet autre élément. Marco Rubio, par exemple, a d'immenses liens politiques avec ceux qui détestent le gouvernement vénézuélien, qui détestent le gouvernement cubain, qui détestent tout gouvernement prônant une quelconque souveraineté. Ils détestent cela. Marco Rubio et les gens de Miami, vous savez, en font partie. Donc il y a beaucoup d'éléments ici. Je suis curieux de voir comment cela s'inscrit dans le tableau plus large des États-Unis en tant qu'empire, qui n'arrive plus vraiment à obtenir ce qu'il veut. Penses-tu qu'il se pourrait que le Venezuela soit simplement considéré comme une cible plus facile que, disons, l'Iran, dont l'échec a été spectaculaire en juin 2025, surtout avec la guerre par procuration de plus de 3 ans en Ukraine qui ne tourne pas à leur avantage. Je veux dire, la Chine, n'en parlons même pas. Tu avais prédit qu'il y aurait une sorte de détente, et en ce moment, il semble bien qu'il y en ait une, du moins dans une certaine mesure.
même si l'attitude reste agressive. Tu sais, je ne pense pas qu'on puisse jamais dire que l'Empire américain ne sera pas agressif envers les pays qu'il n'aime pas. Sur la question commerciale, il a dû céder assez lourdement. Et on observe une pause à ce niveau-là. Écoute, tu as tout à fait raison de dire que si l'Amérique voulait envahir le Venezuela, cela prendrait 2 semaines. La puissance navale américaine est écrasante. Il pourrait détruire complètement toutes les défenses aériennes du Venezuela très rapidement. Mais qu'est-ce que cela t'apporterait vraiment? Cela ferait simplement de toi un État pirate, non? Le monde entier serait écœuré par tes actions. La Chine, l'Iran et la Russie deviendraient beaucoup plus populaires. Ils se rassembleraient, se coaliseront davantage en réaction à la violence arbitraire de l'Empire américain. L'opinion mondiale se retournerait complètement contre l'Amérique. Les BRICS seraient bien plus forts. Le peuple iranien serait beaucoup plus préparé et uni au cas où l'Amérique attaquerait. De plus, il serait impossible de tenir le Venezuela, car le peuple vénézuélien se battrait pour sa liberté. Il y aurait toute cette guérilla. Ce serait comme un autre Vietnam. Donc oui, on peut détruire le Venezuela, on peut remplacer le gouvernement, on peut tuer Maduro. Ce n'est pas un problème. C'est très facile pour l'Empire américain de faire cela. Mais cela vous place dans une position très très difficile. Et cela devient un bourbier. Et non seulement cela, une fois que vous avez fait le Venezuela, vous vous retrouvez en quelque sorte obligé de faire Cuba et le Nicaragua. Et cela devient un effet en cascade. L'Empire américain finirait par devoir occuper toute l'Amérique du Sud et l'Amérique latine. Et peut-être qu'il essaierait. Mais s'il le faisait, l'Empire américain s'effondrerait très rapidement, car l'Amérique n'a ni la main-d'œuvre, ni les ressources, ni la volonté politique, ni la capacité industrielle pour réellement envahir et occuper toute l'Amérique du Sud. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que le peuple américain se soulèverait et se révolterait contre vous, car ce sont eux qu'on enverrait faire ces sacrifices. Ce sont eux qui doivent payer les impôts pour financer ces guerres sans fin. Et le troisième point, c'est que si vous faisiez cela, vous seriez isolé du reste du monde. L'Europe, la Russie, l'Afrique et l'Asie verraient l'Amérique comme un État pirate et lui imposeraient essentiellement des embargos commerciaux. L'Amérique perdrait son autorité, son empire, dans le monde. Ce serait donc totalement contre-productif d'envahir le Venezuela. Je ne dis pas qu'ils ne le feront pas, mais je dis simplement que si cela arrivait, les conséquences seraient désastreuses. Des millions de Vénézuéliens sont actuellement armés pour défendre leur pays en cas d'invasion. Rien que cela devrait faire réfléchir, car nous avons déjà vu comment le bombardement d'un pays, comme par exemple l'Iran, relevait davantage du théâtre, puisqu'il n'y avait en réalité aucune possibilité d'aller plus loin. Avec le Venezuela, on parle d'un pays situé en plein dans l'arrière-cour des États-Unis. Et cela signifie que tous les autres pays vont se demander « Que nous arrivera-t-il si nous ne faisons pas ce que les États-Unis veulent? Cela veut-il dire que nous devons trouver une autre voie ?» Écoutez, si vous bombardez le Venezuela ne va pas rester les bras croisés. Ils vont riposter et ils pourraient détruire un destroyer américain. Ce serait donc une escalade progressive, peut-être une provocation, et les États-Unis se retrouveraient entraînés dans une guerre. Et vous avez tout à fait raison de dire que si les États-Unis attaquaient le Venezuela, toute l'Amérique du Sud s'unirait et se rallierait derrière le Venezuela parce qu'ils sauraient qui sera le prochain. Le Brésil, l'Argentine, le Chili. Ils ne vont pas simplement rester passifs et attendre que l'Empire américain s'en prenne à eux, car ils savent qu'une fois que les États-Unis s'en prendront au Venezuela, ils auront brisé un consensus. Ils auraient rompu un accord qui dure depuis des centaines d'années. Vous savez, la doctrine Monroe.
Oui, la doctrine Monroe dit que l'hémisphère occidental appartient à l'Amérique. Mais en même temps, elle implique aussi que l'Amérique est la protectrice de l'hémisphère occidental, donc qu'elle ne va pas envahir les pays qui s'y trouvent. Si l'Amérique lançait réellement une invasion du Venezuela et occupait le pays, ça serait un step toward toute l'Amérique du Sud. Et toute l'Amérique du Sud n'est pas nécessairement alignée ici. Je veux dire, nous avons de nombreuses situations différentes selon chaque pays. En l'état, ce ne serait pas le cas. Mais les choses changent beaucoup lorsqu'il y a une intervention majeure des États-Unis. Écoutez, si vous menacez la souveraineté nationale d'un peuple, si vous détruisez sa dignité, sa liberté, son sentiment d'indépendance, il réagira violemment. Nous l'avons vu tout au long de l'histoire. Regardez le Vietnam. Avant l'invasion du Vietnam, avant la présence américaine là-bas, nous n'aurions jamais pu imaginer une réponse aussi courageuse de la part du peuple vietnamien. Et souvenez-vous, ce n'était pas vraiment les Nord-Vietnamiens, ni la Chine ou l'Union soviétique qui ont vaincu les Américains. Ce sont les Vietnamiens eux-mêmes qui ont vaincu l'armée américaine. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la liberté. Et tous les peuples sont ainsi. Oui, et ils étaient prêts à en finir. Je veux dire, ils ont chassé les Français. Ils avaient élu un président, ils avaient un gouvernement. Vous savez, juste après la Seconde Guerre mondiale, ils l'avaient, je crois que c'était en août 1945. Et puis, peu de temps après, ils ne l'avaient plus. Vous savez, avec les États-Unis, l'ONU qui intervenait, les États-Unis, les Français, etc. Les Français, à la fin, aidant les États-Unis. Professeur Jiang, ma dernière question pour vous est donc, où en sommes-nous avec cette situation de Troisième Guerre mondiale? Parce que c'est vraiment là que tout cela semble mener. Il y a des acteurs plus importants que les États-Unis, qu'il semble que ceux-ci ne puissent pas vraiment atteindre pour le moment, ou du moins pas de la manière qu'ils voudraient. Pardonnez la référence, vu toutes les discussions sur Epstein que nous avons eues, mais ils ne peuvent rien faire avec eux, de manière significative, pour influencer un résultat. Oui, donc je dirais que le principal point de tension dans le monde en ce moment, c'est ce qui se passe en Ukraine. La raison, c'est que les lignes de front ukrainiennes se sont effondrées. La Russie a réalisé plusieurs percées cette semaine. La ville de Provochk est tombée, ce qui permet à la Russie de contrôler la région du Donbass. Et le Donbass est important parce que c'est le cœur agricole et industriel de l'Ukraine. En effet, l'Ukraine a perdu la guerre, et il n'y a vraiment aucun moyen pour elle de se rétablir. Elle a perdu entre 1 et 2 millions d'hommes en âge de combattre dans ce conflit. Des millions d'Ukrainiens ont fui le pays et ne reviendront jamais. Le gouvernement de Zelensky est miné par la corruption. Il y a donc des nouvelles selon lesquelles la semaine dernière, une personne très proche de Zelensky aurait fui l'Ukraine pour Israël. Il était connu pour sa corruption, et ce n'est pas un cas isolé. Tout ce régime est comme ça. Il y a des dizaines d'officiers militaires de haut rang en Ukraine qui ont énormément profité de la corruption pendant la guerre. L'Ukraine est donc perdue. La guerre est perdue. Le problème, c'est que si l'Ukraine est perdue, si l'OTAN admet avoir perdu cette guerre, alors il y a un risque de séisme politique dans toute l'Europe. Car l'OTAN et l'Europe ont beaucoup investi dans cette guerre, et ils s'attendent littéralement à ce que l'Ukraine gagne pour pouvoir ensuite réclamer des réparations à la Russie. Ils ont gelé 200 milliards de dollars d'actifs russes dans les banques européennes. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de perdre la guerre. Ils ne peuvent pas expliquer à leur population comment depuis 4 ans, les médias répètent que l'Ukraine est sur le point de marcher jusqu'à Moscou, et puis soudain, oups, désolé, nous vous avons menti, nous vous avons manipulé, désolé, nous avons perdu la guerre. Ainsi,
L'élite politique européenne ne peut pas supporter une défaite. Le gouvernement letton ne peut absolument pas supporter une paix. Nous pouvons donc nous attendre à ce que cette guerre s'accélère. Nous pouvons nous attendre à ce que l'OTAN envoie davantage de forces pour renforcer les défenses de l'Ukraine. Souvenez-vous que des officiers de l'OTAN, des forces spéciales de l'OTAN et des armes de l'OTAN sont déjà en Ukraine. Mais on peut s'attendre à ce que, dans les prochains mois, ces volontaires, d'accord, volontaires, soient envoyés en Ukraine pour combattre aux côtés de l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne s'est effondrée. On parle d'environ 100 000 désertions. Ce que j'observe, et je pense que tout le monde devrait observer, c'est ce qui va se passer en Ukraine au cours des 2 prochains mois. La véritable inquiétude, c'est que l'OTAN s'implique directement dans la guerre, et si cela arrive, elle ne pourra pas s'en dégager. C'est tout ou rien. L'autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le modèle occidental de conduite d'une guerre repose sur le financement par la dette. D'accord? Donc, par exemple, si on regarde les guerres napoléoniennes, n'est-ce pas? En gros, la Banque d'Angleterre finançait toutes ses puissances européennes pour combattre la France. Et cela a conduit à, disons, 7 guerres. Pourquoi? Parce que même si Napoléon battait tous ses ennemis, la Banque d'Angleterre ne pouvait pas se permettre d'admettre la défaite. Cela signifierait que toute la dette serait effacée et que la nation entière d'Angleterre serait anéantie. Donc, tout cela est une sorte de système de Ponzi. L'Europe a massivement investi dans ce système de Ponzi, dans cette guerre en Ukraine. Et si elle admet un jour la défaite, alors tout le système de Ponzi s'effondre, et toute l'Europe s'effondre aussi. On peut donc s'attendre à une escalade massive de la guerre en Ukraine dans les prochains mois et l'année prochaine. Eh bien, cela semble contredire la promesse de Donald Trump de mettre fin à la guerre. Vous savez, oublions complètement cette histoire des 24 heures. Je ne sais pas si vous avez vu cela, et nous arrivons presque à la fin ici, mais les États-Unis envisagent d'expulser des Ukrainiens, et l'Ukraine dit qu'elle va envoyer ces Ukrainiens sur les lignes de front. C'est vraiment une honte, en fait, pour les Ukrainiens qui ont vécu aux États-Unis. Et, vous savez, on dit que ces Ukrainiens ont commis des crimes, des infractions à l'immigration, peu importe. Mais s'ils sont expulsés, peut-être qu'on n'entendra plus jamais parler d'eux. Pourtant, s'ils sont expulsés, le gouvernement ukrainien, Zelensky et les autres, disent tous oui, nous avons besoin d'hommes pour le front. Regarde. La réalité, c'est qu'il y a une forte possibilité de révolution en Ukraine. Il y a une forte possibilité de coup d'État en Ukraine, car l'armée se sent trahie par Zelensky et par les Américains, les Européens. Regarde, la réalité, c'est que nous n'aurions jamais dû être dans cette guerre, n'est-ce pas? Poutine et Zelensky avaient conclu un accord il y a environ 3 ans, puis Boris Johnson s'est envolé pour Kiev et a dit « Hey, ne t'inquiète pas pour la Russie. Nous te financerons, nous te donnerons tout l'armement dont tu as besoin pour les vaincre. La Russie est un tigre de papier. Tu les combattras, la Russie s'effondrera, tu marcheras sur Moscou, tu travailleras pour Poutine et ensuite tu deviendras l'hégémon de l'Europe. » Donc toutes ces promesses, toutes ces garanties ont été faites au peuple ukrainien. Le peuple ukrainien a perdu des millions de vies dans cette guerre. Il a perdu son pays, il a perdu son État-nation. S'il devait y avoir la paix un jour, je te garantis que certains éléments de l'armée ukrainienne organiseraient des assassinats politiques contre des gens comme Zelensky. Je suis surpris que cela ne soit pas déjà arrivé. Professeur Jiang, c'était une excellente conversation. Je veux m'assurer que tout le monde sache que votre Substack est mentionné dans la description de la vidéo avant que nous ne terminions. Je veux aussi rappeler à tout le monde d'appuyer sur le bouton « J'aime » avant de partir. Et enfin, je veux que vous sachiez tous que j'aurai Mark Sloboda à 14h, heure de l'Est, demain. Je mets le lien dans le chat en ce moment même,
est dans la description de la vidéo et il sera public juste après la fin de cette émission. Nous parlerons encore plus en profondeur, avec plus de temps, de ce qui se passe en Ukraine. Donc voilà, le lien de l'émission est maintenant dans la description de la vidéo. Alors, professeur Jiang, un dernier mot avant que nous ne terminions. So, Professor Jiang, anything you want to say final words before we head out of here? No, it's always fun talking to you, Danny. Non, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, Danny, et j'espère qu'on pourra refaire ça. Oui, bien sûr. Tout le monde est un peu perdu en ce moment sur ce qui se passe, d'accord? Mais encore une fois, je dirais que si tu pars du principe que Trump, pour une raison ou une autre, veut mettre fin à la guerre civile en Amérique et veut accélérer l'effondrement de l'Empire américain, beaucoup de choses commencent à devenir de plus en plus cohérentes. A lot of things make more sense.